Salut à tous, vous regardez Campus Channel, on est ensemble pour 1 heure de chat décomplexé avec le Taj-Maj, le test d'aptitude dédié au Bac+3, Bac+4. Avec nous pour en parler, Emmanuel Margerie, responsable des tests de sélection à la FNEJ. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Ainsi qu'une étudiante qui va bientôt intégrer le PGE d'HEC, Inès Guénouni. Bonjour. Merci à tous les deux d'être avec nous. On va commencer tout de suite avec le pitch. Alors Emmanuel, est-ce que vous êtes prêt? Oui. Alors on va pouvoir lancer le chrono. Top chrono, c'est à vous. Alors le test Taj-Maj est un test d'aptitude à la gestion des entreprises défini par des utilisateurs, directeurs d'écoles de commerce, responsables de formation, qui ont besoin d'un outil de classement de leurs étudiants. C'est un test présenté sous forme de QCM en 3 dimensions, verbal, calcul, logique, et ce sont des questions qui portent uniquement sur les fondamentaux, qui ne font appel à aucune connaissance post-bac. Très bien, c'est terminé? C'est parfait. Eh bien, vous êtes parfaitement dans les temps. On va pouvoir passer au face-à-face. Continuez à nous envoyer vos questions. Elles s'affichent ici, à droite de l'écran. Allez, la régie, on envoie la première question. Allez-y, tu peux la lire, Inès. Alors, combien faut-il avoir au minimum en général pour être sûr de réussir? Moi, de ce qu'on a pu me dire à ce sujet-là, c'est que ça dépend beaucoup des écoles. Ça peut aller, c'est un concours, donc peu importe finalement la note, mais aussi tout dépend de l'école qu'on vise, mais aussi des autres candidats qui ont postulé en même temps que vous. Est-ce que vous faites des petits pronostics en fonction de ce qui s'est fait l'année dernière, par exemple l'année d'avant, sur les scores notamment? Des pronostics moi-même, non. Après, voilà, quand on a des copains qui sont rentrés dans telle ou telle école, on sait à peu près quel score est-ce qu'ils avaient, donc qu'est-ce qu'il faut avoir pour y aller. On se renseigne sur Internet, directement auprès des écoles. Généralement, elles le marquent aussi dans leurs critères d'admission. Donc je disais en lancement, justement, toi tu vas intégrer HEC, donc c'est on va dire la meilleure école, hein, on va pas dire autrement, la meilleure école de commerce de France. Est-ce que tu peux nous dire le score qui était demandé? On m'avait dit que c'était autour de 400. Donc c'est 400 sur combien? Sur 600. Et HEC ne me le disait pas et j'ai eu autour de 400. Je l'ai repassé 2 fois, la deuxième fois j'ai eu autour de 400 et j'ai pu être admissible. Ok, très bien. Alors pour répondre à cette question… Alors, combien faut-il avoir au minimum en général pour être sûr de réussir? En fait, c'est un test de performance, donc il faut avoir le meilleur score possible et être meilleur que les autres candidats qui déposent un dossier dans l'école qui vous intéresse. Donc ça dépend de la performance des autres candidats et bien sûr de la vôtre. Donc concentrez-vous sur votre performance, sur votre test, afin d'avoir le meilleur de vous pour déposer un dossier. Ne vous découragez pas, n'essayez de ne pas écouter ce qui est inscrit sur Internet. Vous avez des fois de l'intox. Renseignez-vous auprès de l'établissement. Eux peuvent vous dire un seuil minimum, qui ne sera bien sûr qu'un seuil minimum s'il est communiqué par l'établissement, tout en sachant que l'établissement en général, avec le test Taj-Maj, l'établissement écarte les 30% candidats les moins performants de ceux qui déposent un dossier chez eux. Et ensuite, l'établissement continue son process de sélection. Ok, très bien, on va pouvoir passer à la question d'après. Allez-y. Quelle est l'épreuve la plus redoutée des candidats? Alors, l'épreuve la plus redoutée des candidats, c'est l'épreuve de calcul. D'accord. Alors, est-ce C'est qu'on la peut dimension rappeler calcul. les différentes Alors, il y a épreuves? 3 dimensions. Une dimension verbale, compréhension de texte, expression, calcul, conditions minimales, donc la partie calculatoire, et une partie raisonnement logique. La majorité des questions posent sur la partie calcul, puisque beaucoup de personnes ne sont pas à l'aise avec des notions qui, rappelons-le, sont des notions qui vont jusqu'en classe de 3e, quelques notions de classe de seconde. Ce sont des manipulations de pourcentage, de proportion, calcul de vitesse, les probabilités simples, des jetés de dés par exemple, mais tout le monde oublie et ne veut plus calculer. Aujourd'hui vous avez accès à tout un tas d'outils, vous avez vos smartphones, quand vous allez faire vos soldes, vous ne recalculez jamais le coût soldé, ou alors vous prenez votre smartphone. Ça c'est déjà affiché, soit on prend le téléphone. Voilà, donc en fait, par manque de courage, on est plus amené à calculer et à extraire les informations pertinentes des énoncés, et donc cette épreuve est la plus redoutée, notamment pour ces raisons. Alors Inès, c'était quoi pour toi? Le calcul. C'était ça? Ouais, c'était ça. Et tu as réussi à t'entraîner suffisamment pour ne plus avoir peur? J'ai beaucoup travaillé, hein. Franchement, pour être honnête, j'ai réappris tous les tables de multiplication, les carrés, les cubes.
Ça, c'est essentiel, je pense, pour aller vite et pour faire des calculs rapides. Et ouais, j'ai tout réappris, j'ai ressorti mes soustractions à la main, mes divisions. Et le jour J, du coup, ça a été ce que tu as le plus craint ou Ouais. finalement non? Ouais, c'est ce que j'ai plus craint. Et ça et la logique. C'est vrai que c'est les deux qui sont les moins innés, je dirais, qui demandent le plus de travail, quoi. Et tu sais si celle la partie que tu as le plus réussi, est-ce que vous savez vos scores par Ouais, sous on sait partie? non, les maths, c'est celle que j'ai eu, que j'ai moins réussi. Donc, Même avec de l'entraînement, du coup. ouais. Ouais, c'est pas évident. Ok, c'est bon, on peut passer à la question d'après. Vas-y. Alors, si je bute sur une question, conseillez-vous de prendre du temps pour y répondre ou plutôt de passer à la suivante? Alors moi, ce que je faisais, c'est que si je bute, je passe, je réponds à toutes celles que je peux passer et puis ensuite je reviens s'il me reste du temps. Parce que de toute façon, la crainte du test, c'est de ne pas avoir de temps, c'est de se dépêcher, faire vite et trouver les bonnes réponses. Donc ça ne sert à rien de perdre du temps sur une, alors qu'on aurait pu répondre à ça d'après, c'est perdre des points, quoi. Ok, est-ce que c'est la méthode qu'il faut faire? C'est la meilleure stratégie. C'est la meilleure stratégie parce que un sous-test, c'est 20 minutes, 15 questions. Ça vous fait une petite minute 20 par question. Donc si vous butez sur une question et que vous entamez la minute 20 suivante qui serait dédiée à la question d'après, ce serait dommage de buter et d'arrêter votre test à cause d'une question. Donc naviguez entre les questions et revenez sur la question qui vous a posé problème en fin de sous-test, avant la fin du sous-test. Pardon. Et en général, tous les étudiants réussissent à faire les 15 questions dans le temps imparti ou... Ça dépend des étudiants. Ça dépend des étudiants. Certains répondent à toutes les questions, donc peut-être pas forcément tout bon, mais on a un certain nombre de candidats qui ont, pour la partie calcul, 60 sur 60 à la partie calcul. Ça arrive, tout à fait. Les petits prodiges. Non, des candidats qui arrivent tout simplement, qui ont une bonne maîtrise du calcul. Ok, vas-y. Alors, mieux vaut avoir un bon dossier ou un bon score Taj-Maj? Les deux. faut avoir. Les deux, mon colonel. Je me permets de répondre. Ouais. En fait, ça dépend des établissements, mais pour beaucoup d'établissements, le test Taj-Maj est une barrière à l'entrée, associée à une autre épreuve du type TOEIC, une épreuve d'anglais ou autre. Ensuite, le dossier est plutôt examiné lors des entretiens, lors des oraux. Donc après il faut réussir les deux. Il faut être bon ou moyen dans l'un et essayer de performer un peu plus dans l'autre si vous ne sentez pas. Tu es d'accord, capable. Inès? Je ne saurais pas vraiment répondre. Tu as eu un bon dossier aussi, j'imagine du coup tu as eu un très bon score Taj-Maj. Oui, après, c'est vrai que l'année dernière j'avais déjà candidaté et j'avais pas eu un très bon Taj-Maj. Donc peut-être que oui, il faut les deux, parce que mon dossier n'a pas beaucoup changé. On ne peut pas compenser à l'oral par exemple? Faut d'abord avoir passé la phase d'admissibilité avant de passer à l'oral, donc c'est ça qui est difficile en fait. Donc on n'y coupe pas. Ouais. Si on n'aime pas la logique, c'est compliqué. Non. Allez-y. La différence de difficulté entre le Taj-Maj et le Taj 2 est-elle énorme? Il y a une différence de difficulté entre les deux tests, mais une différence de structure également, puisque On peut rappeler ce que c'est le Taj 2? Alors, le test Taj 2 est un test d'aptitude aux études de gestion destiné aux étudiants souhaitant intégrer les écoles de commerce en émission parallèle première année. Voilà. Okay. Alors que le Taj-Maj est utilisé à partir des admissions parallèles deuxième année et ensuite pour d'autres types de formations du type master spécialisé. Donc logiquement, le Taj-Maj est plus compliqué et plus complet et un peu plus complexe que le Taj 2. Notamment pour une épreuve qui n'existe pas dans le test Taj 2, qui est condition minimale, qui fait partie de la dimension calcul. C'est une épreuve constituée d'énoncés et vous devez indiquer si les deux informations qu'on vous donne vous permettent ou pas de répondre aux questions. C'est une approche un petit peu spéciale pour laquelle il ne faut pas essayer de résoudre le problème, mais d'indiquer si les informations données permettent ou pas de répondre à la question. Est-ce qu'il y a des étudiants qui passent les deux? Oui, il doit y avoir des étudiants qui passent les deux puisqu'ils sont éligibles aux admissions parallèles deuxième année, mais tentent pour un type d'école, par exemple les admissions parallèles première année, et pour d'autres types d'écoles, les admissions parallèles deuxième année. D'accord. Quels sont vos conseils pour rester zen le jour J? Alors, comment ça s'est passé pour toi le jour J? Qu'est-ce que tu as fait pour rester zen?
En fait, j'y suis allée comme pour mes partiels, en me disant que voilà, de toute façon, j'avais tout donné avant et puis que je savais pas ce qui allait tomber. Donc, fallait pas, voilà, faut essayer de pas se prendre la tête. C'est un peu difficile, c'est vrai. Mais le jour J, moi, je trouve que les gens sont vraiment sympas, ils te mettent à l'aise. Il n'y a pas une ambiance de stress. Enfin, tout le monde a travaillé avant, donc quand on arrive, il y a plein de jeunes, on connaît personne, mais tout le monde est assez cool. Y a pas, ouais, j'étais pas si stressée que ça. Après, je veux que quand on nous pose des feuilles sur la table et puis que ça devient silencieux, là, on commence un peu à stresser. Mais voilà, faut rester focus, faut rester concentré. Et puis, voilà, c'est maintenant ou jamais parce qu'on peut passer qu'une fois dans un semestre. Donc, faut pas, voilà. Tu l'as passé à quel endroit? Neuilly-le-Grand, donc près de Paris. Et il y a des personnes qui sont chargées de vous accueillir dans les centres. Comment ça se passe? Ouais, c'est assez formel. Hein. On ne reste pas discuter avec eux. Il y a beaucoup de monde qui doivent gérer vraiment de nombreux candidats. Mais ils sont vraiment sympas. Enfin, c'est bienveillant, quoi, disons. Ok, donc tu n'as pas forcément d'astuces de respiration, par exemple, ou une tisane à conseiller aux gens qui nous regardent? Moi, j'avais pris avec moi des chocolats, histoire de me déstresser un peu. Et c'est vrai que dès que je stressais, je me prenais un petit chocolat pour m'apaiser. Et puis, okay. Donc les sucreries, Emmanuel, c'est recommandé le jour J? Oui, les sucreries pour pouvoir avoir un peu d'énergie. Mais en fait, Inès a bien résumé ce qu'il fallait faire le jour J. En fait, il faut aussi appliquer tous les conseils qu'on vous donne pour les examens que vous êtes amenés à passer. Donc, arriver suffisamment tôt, avoir repéré les lieux, pas vous laisser surprendre par les problèmes éventuels de transport, de stress supplémentaires. Donc vous êtes là pour passer le test, l'examen, donc arriver avec le matériel qu'il vous faut, votre pièce d'identité. Comme ça, vous serez accueillis et vous passerez le test dans les meilleures conditions en étant moins tendu. Au niveau des horaires, ça dépend des centres, ça dépend des sessions. C'est toujours le matin, plutôt l'après-midi? C'est le matin ou l'après-midi, il y a différentes dates. Donc si on est plutôt du matin ou plutôt de l'après-midi au niveau de la concentration, on peut choisir aussi en fonction de ça? On peut le choisir, tout à fait. Ok. Allez-y, la régie. Y a-t-il un ouvrage que vous conseillez particulièrement pour se préparer? Donc déjà, vous avez sur le site du Taj-Maj, www.tajmaj.fr, un test complet que vous pouvez télécharger, avoir un aperçu global du test, vous mettre en situation d'examen. Ensuite, si vous avez besoin de supports supplémentaires, il existe des annales papier édités en partenariat avec l'étudiant. Et nous avons aussi une préparation en ligne qui s'appelle www.prepmyfuture.com sur laquelle vous pouvez avoir accès à des préparations en ligne et vous mettre en situation d'examen. Donc vous serez chronométré, vous pourrez passer le test en situation réelle, enfin presque réelle d'examen. Vous obtiendrez une évaluation de vos performances en fin de test et vous aurez accès aussi aux réponses commentées. Ok. Et pour ce qui est des ouvrages plus à l'ancienne, type livres, etc., est-ce que ça existe? Oui, nous avons un partenariat avec l'étudiant. Nous avons édité des annales qui regroupent une méthode d'approche sur les fondamentaux et ensuite 3 tests complets avec questions-réponses pour pouvoir vous mettre aussi en situation d'examen. Il s'agit à chaque fois d'exercices, on ne peut pas avoir de texte d'apprentissage de connaissances, c'est des exercices forcément pour se préparer? Ce sont des exercices et aussi vous avez des rappels de cours de fondamentaux, calcul de vitesse, manipulation de pourcentage. Pour la logique spatiale, les logiques de séries croisées, vous avez aussi des explications afin de vous faire comprendre l'approche que vous devez avoir pour les épreuves de logique ainsi que pour les épreuves de raisonnement. Okay. Inès, tu t'étais préparée comment? Alors moi j'avais acheté le grand manuel du Taj-Maj. Je ne sais pas si j'avais le droit de le dire, mais... Non, mais il faut donner des conseils. Ouais, voilà, j'avais pris ça. En fait, il y en a plein, il y a plein de livres. Hein. Moi, j'ai d'autres copains qui ont travaillé avec d'autres livres. Tout marche, hein, tout fonctionne. Le but, c'est juste de revoir les fondamentaux et puis de faire des exercices autant que possible. Donc, tu avais fait des exercices sans t'arrêter. Tu t'y es pris combien de temps à l'avance? Alors, suffisamment. La première fois que je l'ai passé, je m'étais prise 15 jours à l'avance. Bon, ça marche pas. Non, là, cette fois-ci, je me suis prise 2-3 mois à l'avance et puis j'en faisais vraiment régulièrement, quoi. Le but, c'est d'être très régulier. Moi, j'avais mes cours à côté, donc voilà, on ne peut pas en faire tous les jours, tout le temps. Mais voilà, c'est vraiment répéter, c'est développer des automatismes pour aller le plus vite possible le jour J. Voilà.
C'est retrouver les automatismes qu'on n'a peut-être plus, les automatismes de calcul. Alors, vous faites référence à d'autres ouvrages qui ne sont pas les ouvrages officiels, qui peuvent vous aider pour vous entraîner, ça peut être très bien. Par contre, les questions ne sont pas conçues par les concepteurs du test TAJMAJ. Donc, c'est pour ça que nous, on conseille l'étudiant, l'ouvrage de l'étudiant, puisque là, vous avez de véritables questions et vous ne serez pas surpris entre le niveau de difficulté que vous aurez dans les annales et ce que vous aurez le jour du test. Et tous ces ouvrages, enfin tous les documents sont disponibles sur le site de la FNEJ? Alors sur le site de la FNEJ, vous avez les références justement de la préparation en ligne Prep Futur, ainsi que l'ouvrage de l'étudiant. Ok, très bien. Allez-y pour la prochaine question. Alors, si l'on n'a pas un projet pro défini, mieux vaut passer le TAJ 2 et faire des études avant? Non. Là, bon, c'est... On peut quand même en répondre, même si c'est pas forcément... Voilà, c'est pas vraiment en rapport au TAJMAJ. Si l'étudiant n'a pas un projet professionnel défini, bon, pourquoi pas passer le test TAJMAJ et ensuite déposer, ou en même temps déposer les dossiers dans différentes écoles de commerce, mais il faudra qu'à un moment donné, l'étudiant définisse un peu plus son projet professionnel et son projet d'études supérieures. D'accord. Parce qu'on ne peut pas passer le TAJMAJ pour passer le TAJMAJ et après derrière ne pas être opérationnel pour les oraux par exemple? Alors, si l'étudiant passe le TAJMAJ, c'est pour pouvoir déposer un dossier dans un établissement. Donc il faut aussi qu'il ait une vision de son projet. C'est ce qui s'est passé pour toi, Inès? Moi, oui, j'ai décidé d'aller en école de commerce pour mon projet professionnel. Après, je crois que le TAJMAJ, ça a une validité de 2 ans. 2 années, tout à fait. Ouais, bon. Ça laisse aussi un peu de temps pour soit le repasser, soit mieux définir son projet professionnel. Et tu as passé le TAJMAJ et tu savais que tu voulais HEC ou pas forcément? Je savais que je voulais une des 3 écoles parisiennes pour mon projet professionnel. C'est-à-dire que j'aurais pu, si ça avait été un autre projet, je n'aurais peut-être pas été en école de commerce. Faut vraiment savoir, c'est vrai que voilà, c'est aussi une école, ça a un coût, c'est des années supplémentaires. Donc c'est vrai que le projet professionnel est aussi important, c'est une décision, quoi. Très bien, alors on va faire une petite pause dans les questions, on va passer tout de suite aux 3 mots max. Le 3 mots max, c'est 3 mots maximum pour définir leur test. À chaque mot, vous aurez droit à un argument. Allez-y, qui veut commencer? Alors, le premier mot, c'est équité, puisque c'est un test d'aptitude qui se base sur les fondamentaux en compréhension, expression, calcul, raisonnement, logique. Très bien. Le deuxième mot? Alors, je dirais performance, parce que c'est donner le meilleur de soi-même le jour J, et pour battre tous les autres candidats, hein, le but c'est d'être le meilleur. Ok. Et le troisième mot? Le troisième, je dirais classement, puisque c'est un test de sélection qui permet de classer les étudiants. Donc, que le candidat soit le plus performant possible au test TAJMAJ afin d'être le plus haut possible dans son classement pour pouvoir présenter les écoles qui l'intéressent. Très bien. Merci beaucoup. On va pouvoir passer à la question suivante. Allez-y. Bonjour, je vise le top 5 des écoles de commerce. Peut-on avoir la moyenne des scores des étudiants qui ont été admis dans ces écoles SVP? Alors, ce sont les écoles qui communiquent éventuellement les moyennes de leurs candidats. Il y a un danger à communiquer une moyenne, puisque ce n'est qu'une moyenne. Si vous êtes en dessous de la moyenne annoncée, ça peut décourager un certain nombre de personnes à déposer un dossier dans l'établissement. Donc en général, les écoles communiquent plutôt un seuil minimum d'admissibilité. Donc il faut avoir au moins tel score pour pouvoir déposer un dossier dans l'établissement. Mais ça ne vous garantit absolument pas de pouvoir passer la première barrière d'admissibilité si toutes les personnes, si tous les autres étudiants qui ont passé le test TAJMAJ ont des meilleures performances que vous. Ok. Tu avais fait des petits pronostics aussi comme ça? Moi, quand j'avais fait les journées portes ouvertes à l'ESSEC, par exemple, on m'avait dit que 320, c'était bien. C'était un peu la moyenne, entre guillemets. Voilà, ça dépend vraiment des écoles. Je pense qu'aller aux portes ouvertes et demander directement, c'est une bonne option. Mais toi, tu visais vraiment le top 3, même pas top 3, ouais. Top 3. Ouais, top 3. Du coup, ouais, je pense qu'autour de 300, c'est déjà pas mal. Et quand tu t'étais entraînée sur par exemple des tests en ligne, tu avais réussi à atteindre ces scores-là? J'avais jamais réussi à atteindre le 400. Mais ouais, souvent, ça a tourné autour de... Ça pouvait aller de 300 à 350.
Ouais, ça dépend. J'ai un ami qui est rentré avec 280 au DENSIA. Enfin, ça dépend des écoles, ça dépend du dossier, s'il n'y a pas que le score. Comme Oui, on disait. il n'y a pas que le TAJMAJ, il y a souvent aussi un autre test, tel que le TOEIC. Et ensuite, donc, c'est un mix des deux qui permet d'établir le classement pour les écoles. Il y a aussi une différence entre le fait de s'entraîner chez soi, sur son ordinateur, et le jour de l'examen, comme tout examen. Vous Et en général, on a une meilleure ou une moins bonne note? En général, ça dépend des personnes, mais les retours que l'on a, c'est souvent les personnes qui ont moins performé, qui s'étaient un peu relâchées et qui se plaignent d'avoir un moins bon score que ce qu'ils avaient évalué chez eux. C'est l'inverse pour Inès, apparemment. Ouais. C'est l'inverse pour Inès, oui, c'est très bien. Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, nous, on a les retours négatifs. Et il est vrai que quand vous êtes en situation d'examen, vous êtes beaucoup plus stressé que lorsque vous passez des examens chez vous tranquillement. Bien sûr. Les chances de réussite sont-elles les mêmes qu'on soit littéraire ou scientifique? Alors, je vais laisser parler Inès dans quelques instants. Déjà, ce ne sont pas des chances de réussite. Vous n'avez pas trop il n'y a pas de facteur chance. Les littéraires sont peut-être un peu plus forts, a priori sont plus forts en verbal, donc pour eux, la partie compréhension-expression devrait mieux leur réussir, mais c'est à eux aussi de voir les fondamentaux concernant le calcul. Les scientifiques, eux, ont peut-être plus de facilité en calcul raisonnement plutôt qu'en verbal. Voilà. Donc non, tous les candidats partent sur les mêmes bases puisqu'on part sur les fondamentaux. Il n'y a aucune notion de connaissance ou autre post-bac. Vous avez des proportions de personnes dans une filière ou dans une autre qui passent le TAJMAJ? Alors, les écoles de commerce cherchent à attirer vraiment des candidats d'horizons différents, aussi bien des littéraires, des scientifiques, que des gestionnaires. Donc ce sont les établissements qui tiennent ces statistiques. Nous ne communiquons pas, puisque nous n'avons pas les proportions qui vont dans tel ou tel établissement. D'accord. Inès, t'étais en quoi? Moi, je suis en éco-gestion, mais c'est vrai que j'ai un petit background scientifique, j'ai fait un bac S. Je pense que ça aide bien en termes de logique et raisonnement. Néanmoins, comme on disait, ce sont des notions qui remontent à la terminale, seconde. Donc on a tous eu les mêmes cours. Et c'est vraiment à la portée de tout le monde. Je pense qu'il faut juste se remettre dedans, avoir le courage de refaire des maths. Moi-même, j'étais un peu dépitée de m'y remettre, mais je pense que c'est pas le fait d'avoir eu un bac S ou pas, ou littéraire. Autour de toi, il y avait des personnes, il y a des personnes qui ont eu un bac L et qui ont réussi. Ouais. Ouais, parce que ça se travaille, c'est pas sorcier finalement, ça fait peur. Mais une fois qu'on y est, on se rend compte que c'est des choses qu'on a déjà vues et c'est du rappel. Et même venant d'un bac S, tu as eu des difficultés dans la partie numérique plus que dans la partie verbale? Ouais. Mais les notions dont parlait Inès ne sont pas des notions de terminale ou de première, ce sont des notions de collège, voire quelques notions de seconde pour des probabilités simples. Donc calcul de vitesse, tout ça, c'est du collège. Donc on peut rassurer les personnes qui sont elles, qui sont littéraires. Tout à fait. En fait, il faut reprendre les cahiers du primaire, c'est ça? Du collège, le calcul de vitesse, le triptyque, distance, vitesse. Donc, ne pas jeter vos cahiers si les collégiens nous regardent. Ça veut dire, ouais. Allez-y. J'aime écrire, mais j'ai vraiment du mal avec les chiffres, ça m'inquiète. Ça m'inquiète aussi parce que si c'est pour postuler dans une école de commerce, avoir du mal avec les chiffres, ça risque d'être dur, oui. Donc vous disiez que ça se travaillait justement. Ça se travaille, mais bon, là, c'est partir déjà avec un désavantage, en avouant qu'on a du mal avec les chiffres et aller vers une école de commerce. Non, on n'a pas vraiment de mal avec les chiffres. Et pour pouvoir s'améliorer. De toute façon, que cette personne se rassure. Ce qu'il faut revoir, comme le disait Inès, c'est l'étape de multiplication, les carrés, les cubes, calcul de proportion, probabilité simple, c'est suffisant et reboucler sur ses entraînements. Voilà. Que la personne revoie les fondamentaux et prenne confiance. Ok. Tu t'étais entraînée toute seule justement à tout ça? Ouais, je m'étais entraînée toute seule. Après, parfois on peut demander à quelques copains un peu de l'aide, nous faire travailler, mais je pense que comme c'est vraiment de la redondance en fait, c'est bien aussi de le faire toute seule. Vous pouvez pas faire des groupes, parce que vu que vous disiez que c'était vraiment la performance qui comptait, on peut pas vraiment travailler avec des personnes qui passent aussi le TAJMAJ, parce qu'il y a quand même une concurrence entre vous. Ouais, mais je pense qu'on a à gagner à s'entraider. Enfin, si on a des amis qui passent aussi, je pense que c'est une super idée.
Moi, cette année, j'étais toute seule à la passer, donc c'était un peu déprimant parfois. L'année d'avant, plusieurs copains le passaient, donc c'était des réunions de groupe, on peut s'aider, on ne comprend pas un exercice. Même si on a la correction, parfois, c'est pas si logique que ça, donc c'est pas mal de bosser à plusieurs. Oui, je trouve que c'est une très bonne idée, puisque c'est vrai que si des étudiants constituent des petits groupes pour passer un test qu'ils prennent dans un ouvrage, une épreuve, par exemple un sous-test, donc faire la course pendant les 20 minutes pour pouvoir répondre aux 15 questions et voir quel est celui qui est le plus performant, et celui qui réussit le mieux peut expliquer aux autres comment il a réussi à résoudre telle et telle question. Donc pas de concurrence au moment des révisions. C'est de l'entraide, vaut mieux. Ok. Bonjour, je souhaiterais savoir s'il y avait possibilité de passer son Taj-Maj en février au Mexique ou à Paris mi-décembre. Je serai en année d'échange pour ma dernière année de licence économie-finance. Alors, nous organisons des sessions Taj-Maj en France et aussi partout dans le monde en fonction des demandes. Il suffit que le candidat nous contacte, nous envoie déjà un mail au service du test Taj-Maj pour nous indiquer qu'il est à l'étranger à telle ou telle période et qu'il aurait besoin de passer le test. Donc, si le candidat s'y prend suffisamment à l'avance, on peut mettre en place une session dans cette ville au Mexique. Ça nous est déjà arrivé, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas s'y prendre 15 jours ou 3 semaines avant. Il faut nous contacter 3 mois avant. La personne se déplace à l'étranger, elle sait qu'elle sera à l'étranger pendant cette période, donc qu'elle prenne ses dispositions pour nous prévenir et s'inscrire. Donc, quelle que soit la période, en février, c'est bon pour elle, pour son cas particulier? Alors, en février au Mexique ou à Paris mi-décembre. Paris mi-décembre, oui, il y a plusieurs sessions en novembre-décembre sur la région parisienne, aucun problème. Mais vous lui conseillez quoi, plutôt de vous appeler pour qu'elle le passe au Mexique, du coup, en février, ou d'attendre mi-décembre? Là, pour cette personne, en décembre, elle sera en France et en février, elle sera au Mexique. Moi, je lui conseillerais de passer les tests aux 2 moments, puisqu'on peut passer le test une fois par semestre. Donc, une fois du 1er janvier au 30 juin et une fois du 1er juillet au 31 décembre. Donc, que la personne passe le test déjà en France et ensuite qu'elle le passe au Mexique. Inès, tu l'avais passé donc 2 fois? Moi, je l'avais passé 2 fois, oui. À chaque fois à Paris? À chaque fois à Paris. Ok. Et tu aurais pu le passer encore une fois, jusqu'à ce que tu aies ton score et que tu aies tes écoles? Bon, moi, c'est un peu un cas particulier parce que là, j'aurais pu rentrer dans la vie active. Je pense que non, je ne l'aurais pas repassé une 3e fois. Mais si on s'y prend assez tôt, si voilà, en dernière année de licence, je pense qu'on peut le passer 3 fois, 4 fois, si c'est vraiment l'école de nos rêves. C'est limité Moi, non, on peut le passer autant de fois qu'on le souhaite par période de 6 mois. Ce que je conseille aux candidats, c'est déjà de le passer au moins une fois lors du semestre précédent, afin de voir à quoi ressemble le test. Comme un entraînement, quoi. Comme un entraînement. Mais quand même, ne pas y aller les mains dans les poches, pas avoir simplement quelques jours de révision et réviser auparavant, revoir les fondamentaux, le passer du mieux que l'on peut et ensuite de le repasser au semestre suivant. Donc au moins 2 fois? 2 fois, c'est bien. Au minimum. Ok. Allez-y. Je viens d'avoir un bachelor que j'ai fait à distance. Il n'est pas vraiment reconnu. Est-ce que cela est problématique? Est-ce que vous vérifiez la provenance? Il n'y a pas de condition de diplôme pour passer le test Taj-Maj. Alors même que c'est un test dédié au Bac+3, Bac+4. Oui, mais ce sont les établissements qui énoncent leurs conditions d'admissibilité et de reconnaissance de diplôme pour les candidats qui veulent déposer un dossier. Donc si je veux, je suis en terminale, je passe le Taj-Maj. Je peux passer le Taj-Maj, tout à fait. Si je veux vraiment anticiper ma vie et voir à quoi ça ressemble. Bon, là, ce sera au-delà des 2 années de validité, mais le candidat peut passer le Taj-Maj pour s'entraîner, pour voir. Même ça arrive ça? Des personnes vraiment les bacheliers, très jeunes? non. L'année du bac, ils ont un petit peu autre chose à faire. Mais en Bac+1 et Bac+2, oui, c'est arrivé. Surtout que vous avez un autre test post-bac. Post-bac et le Taj 2. Qu'on a fait passer sur un autre oral. Oui. Est-ce qu'il y a une limite d'âge? Non, il n'y a pas de limite d'âge puisque c'est un test qui est utilisé aussi pour les formations exécutives. Donc, des personnes venant du monde de l'entreprise sont amenées à passer le test Taj-Maj pour pouvoir postuler dans des masters spécialisés, par exemple. Ok. Autour de toi, j'imagine du coup dans ta promo, si tu as eu l'occasion de les rencontrer, tu as des profils très différents issus de quelle formation? Oui, il y en a qui ont fait du droit, d'autres qui ont fait des études de littérature, en psycho, etc. Enfin, c'est vraiment, oui, il y en a en médecine, en pharmacie. Toutes les personnes qui se rendent compte qu'en fait, sur le métier, dans leur futur métier, ils auront besoin d'un profil aussi gestionnaire.
ils se disent que voilà, c'est une bonne opportunité de passer le TAJ et puis de rejoindre l'école de commerce. Ça se fait. Et pour répondre à la question précédente, la personne avait un bachelor non reconnu, comment fait-on du coup pour savoir, on s'adresse d'abord à son école pour savoir si c'est bon avant de le passer? Ouais. Enfin, moi déjà qui ai fait la fac, etc., j'ai appelé déjà les écoles pour avoir un peu leur avis, savoir si c'était aussi une bonne idée de postuler ou pas. On se fait une idée comme ça de ce qu'ils recherchent aussi, et puis on se fait une idée, nous, à savoir si ça correspond à ce qu'on souhaite. Ok. A priori, un bachelor? Un bachelor, bon. A priori, c'est bon. Mais il suffit d'aller sur l'école qui vous intéresse, sur le site de l'école qui vous intéresse, afin de connaître leurs conditions d'admissibilité. Ok. Existe-t-il des préparations gratuites? Il existe sur le site du TAJ-MAJ un test complet gratuit que l'on peut télécharger pour pouvoir s'entraîner. Et si vous recherchez aussi un peu sur Internet, vous pouvez trouver tout un tas d'exercices qui se rapprochent du test TAJ-MAJ. Mais il n'existe pas de préparation gratuite. Souvent, ce sont des officines privées qui mettent en place du style prépa intensive, etc. Oui. Donc ça, c'est pas forcément recommandé par la FNEJ? Ça dépend du candidat. Il y a un côté anxiogène, je ne le cacherai pas, de la part de ces préparations, pour pouvoir essayer d'entraîner les candidats le plus possible. Est-ce que ça apporte un véritable plus, une véritable plus-value? Ça dépend des personnes. Je suis assez mitigé là-dessus. Il est préférable que la personne s'entraîne par elle-même avec des annales papier, préparation en ligne, en petits groupes, et revoit les fondamentaux de cette façon. Inès t'avait préparé du coup comment? Du coup, rien qu'avec les annales en ligne, gratuit? Oui, celle-là au début, et puis ensuite quand j'ai pris la décision de vraiment le passer, là j'ai acheté des ouvrages. T'as pas pensé à des prépas intensives? J'y ai pensé, en fait il y en a qui font des meetings aussi, des événements dans Paris pour communiquer à ces sujets-là, et puis voilà, expliquer le test en fait. Et j'avais participé à une d'elles, et puis bon, ils étaient très sympas, hein, ils ont l'air géniaux. Après, c'est aussi au candidat de savoir si il en a besoin ou pas, s'il peut le faire lui-même. En fait, ça demande énormément de préparation, de rigueur, de motivation. Donc, voilà, c'est à voir. Chacun sait s'il est capable de travailler tout seul, tous les jours, 3 heures par jour, ou s'il a besoin aussi d'être entraîné. Enfin, c'est à chacun, quoi. Très bien. Alors, je rappelle que, en fait, le mieux, c'est de se préparer et de revoir les fondamentaux. En fait, les préparations, c'est simplement une révision des fondamentaux en compréhension, expression, calcul et logique. Très bien. Alors, ça fait plus d'une demi-heure qu'on est ensemble. On va passer tout de suite à la destination finale. La destination finale, c'est un tirage au sort, Inès. Je vais t'inviter à tirer au sort un de ces papiers et à lire à haute voix le texte à trous ou la phrase qui n'est pas terminée, à la compléter directement en direct avec ce que tu veux. Vous allez à la compléter chacun votre tour d'ailleurs. Très bien. Pour me préparer au mieux, je dois penser à... Merci. Alors, d'abord Inès. Alors, pour me préparer au mieux, je dois penser à moi, parce que ce que je conseillerais, ce serait de faire un calendrier. En fait, penser à s'y prendre à l'avance et à s'organiser. Donc, il y a 3 volets, des sous-parties dans chaque volet, donc comme c'était calcul, logique, raisonnement et verbal. Moi, je m'étais organisée, telle à telle semaine, je me mets sur le calcul. Puis j'avais aussi priorisé, c'est-à-dire que moi, ce qui me faisait le plus peur, c'était le calcul. J'ai commencé par ça. Je me suis dit, je vais valider le gros. Je vais vraiment me concentrer sur ce qui me pose problème. Et puis ensuite, j'allais terminer par le verbal parce que c'est ce qui me paraissait le moins compliqué. Mais j'avais vraiment organisé tout ça. Je m'étais fait un bon calendrier. Et puis, je pense que c'est ce qui m'a sauvée parce qu'on peut vite fait perdre le fil. Il y a beaucoup de choses à revoir, donc vraiment le mieux c'est de s'organiser. Donc faire du calcul pendant plusieurs semaines, c'est ce qui pose problème. Du verbal. C'est une bonne méthode ça, Emmanuel? En fait, oui, donc pour me préparer au mieux, je dois penser à prendre du recul. Donc prendre du recul en termes de distance, d'exercices, faire des exercices et revoir toujours les bases, les fondamentaux. Et le calendrier, c'est une bonne idée? Oui,
Oui, oui, il faut s'y prendre en avance et pas se réveiller 10 jours avant le test. Là, ça sera un petit peu, un petit peu D'accord, 10 difficile. jours avant le test, c'est vraiment la zone rouge. Il y en a qui arrivent ou pas en bachotant vraiment? Quelqu'un qui a des bonnes bases, oui. Oui. Voilà, c'est pas moi qui l'ai dit. Quelqu'un qui a des bonnes bases, oui. Ok. Quelqu'un qui est à jour pour Mais tout ce qui est... l'idéal, c'est combien de temps minimum à Je l'avance? pense que tout dépend des personnes. Pour toi, c'était combien? Moi, pour atteindre la note que je voulais, c'était 3 mois à fond, parce que c'était vraiment ce que je voulais. Et tu as fait combien par partie? Tu as choisi combien de temps par partie? Pour le calcul, tu as pris plus de temps? Pour le calcul, il y a plus de choses à revoir en fait. Donc, naturellement, on y passe plus de temps. Après, je sais que ça m'a aussi pris plus de temps de tout assimiler. Donc, voilà, ça allait avec, quoi. Et puis, j'avais anticipé, en fait, il faut aussi bien se connaître et savoir soi-même ce qui va nous prendre le plus de temps, quoi. La meilleure façon, ce serait de se préparer 2 mois avant un premier test, le passer, et ensuite le repasser une deuxième fois au semestre suivant, et là définir après la première passation votre planning d'entraînement. Et si on préfère plutôt passer d'un sujet à un autre, enfin moi personnellement j'aime bien travailler sur plein de choses en même temps très différentes pour pas m'ennuyer. Oui. Est-ce que c'est une méthode aussi ou est-ce que vous déconseillez? C'est pas la méthode Inès. Inès fait un calendrier pour chaque. Oui, elle travaille de manière chaque... très monolithique sur chaque partie. Vous pouvez zapper, passer d'un sujet à l'autre, d'une dimension à l'autre en termes d'entraînement, ça ne pose pas de problème, du moment que vous vous tenez à votre planning que vous avez défini. Ok, très bien. Allez-y. Je ne sais pas si j'ai envie de continuer dans le milieu du commerce marketing, néanmoins je me dis que passer le Taj-Maj, même si je me dirige vers une voie opposée, peut être un bonus. Vous en pensez quoi? Est-ce qu'on peut passer le Taj-Maj sans avoir du tout d'idée de ce qu'on va faire après déjà, juste pour le passer, peut-être pour le valoriser d'une manière différente? Des personnes, lorsqu'ils constituent leur CV, indiquent leur note de Taj-Maj, comme on indique une note du type TOEIC, TOEFL ou certification Voltaire. Donc oui, vous pouvez le passer dans cette optique. Et ensuite, il est vrai qu'en fonction de votre ressenti, après vous pouvez choisir si vous voulez faire du commerce, du marketing, de l'international, de la finance ou autre. Ça c'est plutôt le projet professionnel, le projet de l'étudiant qui doit être défini. Mais passer le test pour pouvoir avoir une ligne supplémentaire sur son CV, pourquoi pas? C'est vrai que comme c'est un test connu et reconnu, c'est un score qui peut être parlant pour un certain nombre de recruteurs, ou même pour le présenter dans un autre établissement qui n'utilise pas le Taj-Maj. Ça peut être un plus en montrant que vous avez passé le Taj-Maj. Parce que vous le considérez plutôt comme une porte d'entrée vers une école de commerce, et ça peut être plutôt l'inverse, c'est-à-dire une validation des acquis qu'on a eu si on a eu des études. C'est pas une validation d'acquis, c'est vraiment un test d'aptitude, de classement. Donc plus votre score est élevé, plus vous montez dans le classement. Donc si vous pouvez le montrer à un recruteur ou un décideur, ça peut être un plus. Et à partir de quel score on peut le mettre sur le CV que ça peut faire bien? Alors, à partir de quel score? Le test est noté sur 600 points. Donc on va rester franco-français. En France, si on a moins de 10 sur 20, on se considère comme étant mauvais. Alors, utilisez le seuil psychologique, présentez votre score supérieur à 300 sur 600. D'accord, sinon ça ne sert à rien. Comme c'est un test de classement qui est utilisé pour classer les étudiants, si vous présentez ce score à une personne qui a plutôt une référence du type 20 sur 20 ou 10 sur 20, il est préférable de ne présenter que le score supérieur à 300 sur 600. Bon Inès, est-ce que tu vas le mettre sur ton CV, toi, ton score? Ouais. Ouais. Okay. Bah, c'est un plus. Je pense vraiment que ça peut faire une différence. En fait, ça parle aux gens. Moi, j'ai fait la fac. Et puis, c'est vrai que, pour être tout à fait honnête, transparente, sur le marché du travail, c'est encore... voilà, on commence à recruter de plus en plus de personnes de fac, mais on a quand même cette idée de école de commerce, VS, université. Donc, ça permet aussi de montrer à son recruteur qu'on a des aptitudes en gestion. C'est quelque chose qui lui parle, quelque chose qu'il connaît. Comme un diplôme, finalement. Ouais. En fait, c'est vraiment le rassurer sur le fait qu'à l'université, en fait, on a aussi les mêmes aptitudes qu'en école de commerce. Donc, ça et au bout de 2 ans, il est périmé, donc... Oh ouais, vous pouvez, dans la tête des gens, je pense que c'est... Si vous le millésimez, vous avez l'attestation, tel score à telle année.
c'est suffisant pour être parlant pour les recruteurs. Ça marche. Allons-y pour la prochaine question. Si on rate le test, faut-il repayer les 65 € de participation pour le refaire? D'ailleurs, combien de fois peut-on passer le test TAJMAJ? Oui, une passation coûte 65 €, 65 € TTC, ou alors vous le passez directement auprès de l'établissement. Souvent, c'est inclus dans les frais de dossier. Combien de fois peut-on passer le TAJMAJ? Une fois par semestre, donc une fois du 1er janvier au 30 juin et une fois du 1er juillet au 31 décembre. Donc une fois tous les 6 mois. Voilà, une fois tous les 6 mois. Donc si on rate le test, alors il faut définir quel est le seuil où on considère avoir raté le test. Souvent les candidats se dévalorisent et écoutent en fait les bruits, les mauvais conseils des autres camarades qui, eux, ont un classement légèrement supérieur peut-être à ce candidat et qui ne veulent pas de concurrence ou alors qui ont un score à peu près équivalent. Ils ne veulent pas de concurrence, donc découragent les autres. Ça peut être de l'intox. Et si on vise vraiment une école, par exemple du top 5? Alors si vous visez, quelle que soit l'école que vous visez, renseignez-vous auprès de leur service d'admission pour reconnaître le seuil, le score minimum requis pour pouvoir déposer un dossier. Okay. Tout en sachant que ce score minimum ne vous garantit pas la suite du processus de sélection, puisque les établissements ne prennent que les meilleurs, que les 70% par exemple des meilleurs candidats ayant déposé un dossier chez eux. D'accord. Et vous parliez du coup de la façon de se faire admettre. 65 € selon le fait qu'on passe par la FNEJ ou qu'on passe par une école de commerce. Comment ça s'est passé pour toi, par exemple, Inès? Est-ce que tu es passé directement par la FNEJ ou tu es passé par HEC? Non, directement par la FNEJ. Et là, il n'y a pas de bonne pratique par rapport à ça, suivant son parcours? Plutôt passer par vous directement? Vaut mieux le passer, comme vous le sentez, comme le candidat le sent. S'il préfère avoir une session pas trop loin de chez lui et qu'elle est proposée par la FNEJ, donc le passer directement en vous inscrivant sur le site www.tajmaj.fr. Donc le coût sera 65 €. En général, lorsqu'un établissement propose une date, c'est la dernière date disponible pour le concours ou l'école. Donc, comme je conseille aux étudiants déjà de le passer 6 mois avant, que le candidat passe le test par notre intermédiaire afin de pouvoir se jauger. Et après, comment ça se passe pour les scores quand on passe par vous? Alors, vous les transmettez à l'école que le candidat a choisi? Alors, que le candidat passe le test par notre intermédiaire ou par l'intermédiaire d'un établissement, les scores sont centralisés par la FNEJ et le candidat, en se connectant à son compte sur le www.tajmaj.fr, pourra avoir accès à son score. Donc c'est pas à lui d'aller chercher le score et de le donner à son école? Alors, les conditions sont différentes en fonction des établissements. Les conditions d'admissibilité sont complètement différentes d'un établissement à l'autre, mais les établissements nous demandent de vérifier les scores. Donc nous, on communique le meilleur score du candidat à l'établissement. Et l'établissement ne connaît pas l'historique de performance des étudiants. L'établissement ne connaît que le meilleur score. Que le meilleur score. Donc ton score, Inès, c'était le deuxième qui a été choisi? Le deuxième, oui. Ok. Allez-y. Quel sous-test mérite le plus d'entraînement, sachant que je suis doué dans les matières littéraires, et quelle est la méthode la plus optimale pour se préparer? Enfin, tout est dit dans la question. Le plus d'entraînement pour elle, je verrais la partie calculatoire et la partie raisonnement logique. Ok. Quelle est la méthode la plus optimale pour se préparer en tant que littéraire? En tant que littéraire, de se définir un planning, s'y prendre suffisamment tôt. Donc ça, c'est pas forcément quand on est littéraire? Pour tous les candidats. Ne pas s'y prendre au dernier moment, essayer d'avoir un recul de 2 mois au moins pour pouvoir s'entraîner sur les différentes parties du test. Moi, je tilte un peu sur le mérite. Quel sous-test mérite le plus d'entraînement, comme s'il y avait des parties qui valaient plus que d'autres? Est-ce qu'il y a des coefficients? Non, du tout. Toutes les parties ont le même coefficient. Les établissements ensuite peuvent exploiter le score, soit le score final au global, soit appliquer une pondération pour une dimension, par exemple valoriser un peu plus le verbal par rapport au raisonnement ou le calcul, mais ça c'est un choix de l'établissement. D'accord, donc on ne peut pas faire de calcul justement non. Entre si on est plus littéraire, miser tout sur le verbal. Si on est plus littéraire, vaut mieux que la personne aille s'entraîner sur le calcul. Ok. J'ai étudié dans des écoles françaises, par contre j'ai toujours vécu dans un pays étranger, je parle couramment français, mais je ne connais pas vraiment d'expression française, etc. Est-ce que cela peut être pénalisant pour l'épreuve expression?
Alors, le test Taj-Maj, la partie verbale, a été purgé, enfin ne contient pas d'expressions franco-françaises, d'acronymes de type SNCF ou autre, pour justement que ce soit accessible à tous les candidats étrangers. Par contre, je ne parle couramment français, mais je ne connais pas vraiment d'expressions françaises. Les expressions françaises font partie de la langue française et font partie de tout ce qui est orthographique et grammatical. Donc ça peut être un petit peu pénalisant. Vous avez dû mettre la rate au courbouillon pour prendre une expression française. Ça peut être un peu son faible, mais elle peut aussi continuer à travailler tout ce qui est calcul et logique. Ça peut être pénalisant. Est-ce que vous avez des étudiants étrangers qui passent ce test? Oui, on a des étudiants étrangers qui passent ce test, qui sont très très bons étudiants, qui réussissent très bien la partie verbale, la partie compréhension. Peut-être que la partie expression, si c'est un peu trop... comme ce candidat le dit, il peut y avoir quelques expressions françaises, quelques tournures françaises plutôt que québécoises ou autres. Peut-être que ça peut être un peu pénalisant, mais... Parce que si c'est difficile pour un Français, on imagine que c'est difficile pour un étranger. Non, les tests ne sont pas conçus pour être difficiles pour les étrangers, ils sont conçus pour être le plus neutre possible. Ouais, difficile pour tout le monde. Difficile pour tout le monde, accessible pour tout le monde. Mais il faut quand même parler très bien français, enfin couramment français. Comme ce qui vous est demandé jusqu'en classe de seconde. Ok, donc classe de seconde, niveau classe de seconde. Voilà, okay. 3e seconde. Tu avais eu des difficultés avec cette partie ou ça a été de doigt d'emmener pour toi, Inès? Non, c'est vrai que les expressions françaises, moi j'ai pas été quelqu'un qui a lu beaucoup de livres, etc. Je pense que du coup pour des littéraires, c'est peut-être plus facile entre guillemets. Après, voilà, combien de questions vont tomber sur des expressions françaises? 1, 2, 3. Il n'y a pas vraiment d'expression française, c'est de la construction linguistique du sens de la reformulation. De la syntaxe, un peu. Voilà, de la syntaxe grammaticale. Et tu as des étudiants étrangers autour de toi qui l'ont passé pour donner un peu leur ressenti? Non, j'en ai pas, mais je pense que j'ai beaucoup d'amis qui sont maintenant donc en France pour leurs études. Ils sont très instruits, ils parlent parfois mieux que nous, ils écrivent mieux leurs dissertes, donc je pense qu'il n'y a pas de... Donc on rassure les internautes. Merci beaucoup. Alors il reste un petit quart d'heure avant la fin. On va passer à votre partie préférée, le qui suis-je. Alors au sommaire du qui suis-je, nous avons tout de suite 3 personnalités très connues qui vont apparaître et qui ont de près ou de loin un rapport peut-être avec votre test ou avec ce que vous avez ressenti, ce que vous pensez être le test du Taj-Maj. Donc on a premièrement Usain Bolt à gauche, Franklin la tortue, donc je peux expliquer pour les personnes qui n'ont pas trop regardé les dessins animés quand ils étaient petits, et Florian Eugène qui a été sacré champion de France aux échecs le week-end dernier. Qui est tout jeune d'ailleurs. Alors, est-ce que vous avez une préférence? Moi, Usain Bolt. Ok. Oui, aussi, Usain Bolt. J'ai un podium, Usain Bolt, Franklin, et ensuite le champion d'échecs. Franklin, il passe quand même avant. je suis contente, oui. ça me fait plaisir. Alors, dites-moi pourquoi d'abord Usain Bolt? Pour moi, parce que passer le Taj-Maj, c'était déjà un challenge parce que c'est une question de performance, il faut avoir le meilleur score, mais aussi un challenge personnel, je pense. C'est vraiment un marathon, c'est tenir sur la durée. Moi, je me suis préparée, comme je disais, 3 mois à l'avance. 3 mois, c'est long quand on bosse le Taj-Maj. Et faut rien lâcher en fait. On perd aussi confiance. Parfois, on fait des tests, on se rétame complètement, puis faut pas lâcher, faut garder confiance en soi, et je pense que c'est un vrai travail mental, psychologique, c'est assez dur, c'était pas 3 mois. T'avais l'impression d'être un sportif de haut niveau? Moi j'ai fait du sport pendant des années, je trouvais ça plus compliqué de travailler le Taj-Maj. C'est vrai? Ouais. C'est vraiment faire des maths, du verbal, des choses qui sont pas non plus très très intéressantes, disons, surtout quand on le fait tous les jours, tout le temps. Donc c'est pour ça que je pense que c'est vraiment, ça se rapproche du sport et il ne faut pas lâcher, il faut continuer même si on tombe, quoi. Donc plus un marathon qu'un sprint pour toi? Ouais, il y a des sprints sur la fin, quoi. Donc les deux. Ouais. Ok. Alors
plutôt un sprint, parce que le test Taj-Maj, c'est 6 fois 20 minutes avec 15 questions. Donc il faut être rapide. Voilà, il faut être rapide. Donc c'est vraiment une course, c'est vraiment un sprint pour pouvoir performer au maximum. Et pourquoi Franklin? Puisque Franklin, que connaît les bases, les fondamentaux, avance doucement et sûrement. Donc la personne qui avance doucement, sûrement et qui est capable de faire un sprint le jour du test, c'est parfait pour elle, c'est bon pour elle. Ouais, et puis dans le générique, il s'est compté sur ses doigts aussi. Donc a priori, il a révisé ses fondamentaux. Oui. Et c'est faire ses lacets aussi. Voilà. N'oubliez pas que, en fait, vous rigolez pour compter sur ses doigts. Pendant le test, n'hésitez pas à compter sur vos doigts pour tout ce qui est logique et calcul. Parce qu'il ne nous reste plus que nos doigts, on n'a pas la calculette. Voilà, tout à fait. On a quand même droit à un petit brouillon, on a droit à du matériel. Voilà. Alors, le jour du test, le candidat a son cahier de test et écrit comme il le souhaite sur son cahier, pose ses calculs, c'est son brouillon, et répond sur une feuille à part. Et c'est un cahier qui lui est fourni, qui n'apporte pas. Qui lui est fourni, tout à fait. D'accord, sinon on peut mettre des anti-sèches dedans, c'est pas forcément... C'est un cahier vierge qui lui est fourni, qui est scellé. Donc le candidat commence le premier sous-test et au bout de 20 minutes, on passe au second sous-test et ainsi de suite jusqu'à la fin. Ok, pour revenir sur Franklin, donc plutôt tortue que lièvre pour votre part? Les deux. Les deux, donc vous choisissez Hussein et Franklin. Ok, oui. Et le petit joueur d'échecs, non? Le petit joueur d'échecs... qui est champion aussi. Qui est champion. Alors, il y a un rapport avec la partie logique, puisque la partie logique est constituée de deux dimensions. Vous avez une partie de série croisée de lettres et de chiffres et une partie de logique spatiale. Et donc là, on est vraiment sur du basique, de chez basique, verticalement, par exemple pour les séries de lettres. Vous avez des lettres qui sont mélangées avec des leurres et vous devez trouver la logique qu'il y a verticalement. Ce sont souvent une lecture de l'alphabet. Une lecture de l'alphabet soit séquentielle avec saut d'une lettre, de deux lettres ou autre. Donc lecture de haut en bas, de bas en haut. Donc on s'entraîne avec les grilles dans la fin des journaux, là, sur où ça va ou pas? Non, pas dans les journaux. Allez sur le site tajmaj.fr, là vous trouverez de vrais exercices. Ou alors des séries croisées de chiffres. Là, ce sont les tables de multiplication, des séries de chiffres qui s'incrémentent, qui se décrémentent ou autres. Donc pour ce type, là vous devez vous entraîner un petit peu pour voir quels sont les principes utilisés, mais vous devez vraiment avoir le jour du test la possibilité de capter, de percuter tout de suite sur la logique présente verticalement et horizontalement. Alors, il y a quand même, dans ce qui suit, 2 prodiges sur 3. Est-ce qu'il faut être une personnalité exceptionnelle, quelqu'un qui a des capacités exceptionnelles pour réussir, ou est-ce que le lambda peut y arriver avec du travail? C'est un test qui se base toujours, je répète toujours la même chose, sur les fondamentaux. On connaît tous nos fondamentaux. Il suffit juste de se remettre à niveau et il n'a pas besoin d'être un prodige ou autre, parce qu'un prodige souvent a des lacunes dans une dimension plutôt qu'une autre. Un prodige peut rater le test. Un prodige peut rater le test. Un surdoué peut rater le test. Oui, tout à fait, s'il se met des œillères ou s'il n'est bon qu'en logique et pas en calcul ou en verbal. Donc le test, c'est vraiment pour mettre tous les candidats sur le même pied d'égalité en mesurant leurs aptitudes sur des fondamentaux. Okay. Quelle que soit leur filière d'origine. Très bien, merci beaucoup. Pour ceux qui suivent, on va passer à la suite des questions. Allez-y, c'est de ce côté du coup. À quel moment connaît-on son score et comment nous est-il transmis? Environ une dizaine de jours après le test, le score est publié directement dans le compte du candidat. Donc dans le compte sur le site de la FNEJ. Voilà, sur le site de www.tajmaj.fr. Le candidat connaît son score. Tu as été contente quand tu as vu ton score, j'imagine? Je m'y attendais pas. Tu t'y attendais pas? Non. Tu pensais avoir moins? Ouais, je pensais avoir moins, ouais. Il y a peut-être eu une erreur d'informatique. On se dévalorise toujours quand on passe le test. On voit toujours le verre à moitié plein, plutôt. On se dévalorise souvent. Ok. Et après, comment ça s'est passé pour toi? Tu as reçu donc ton test et la suite des choses, ça a été en fait, je l'ai reçu quand j'étais en train de monter mon dossier, enfin mes dossiers, et puis donc j'ai juste rajouté. Donc j'étais contente. Bah super. Ouais. En cas d'empêchement, le jour du test, peut-on reporter notre présence à une autre session? Alors, lorsqu'on s'inscrit à une session du Taj-Maj, jusqu'à 15 jours avant la date de la session, on peut transférer sa session à une autre date, sans aucun problème, sans aucun frais. Mais dans 6 mois ou dans...
Pas forcément. 3 semaines après, 15 jours plus tard. Parce que vous disiez qu'on pouvait le passer tous les 6 mois. Tous les 6 mois, oui. Mais si je m'inscris, par exemple, dans 3 semaines et que finalement j'ai un empêchement, je peux repousser cette session à une autre date. D'accord, qui est plus proche que dans 6 mois. Qui est plus proche que dans 6 mois. D'accord. Et si c'est en dessous de ces 2 semaines, en deçà de 15 jours, et si la personne souhaite repasser le test, elle devra régler à nouveau les frais d'inscription de 65 €, sauf cas de force majeure, cas particulier, hospitalisation D'accord. ou autre. Et là, elle peut le repasser aussi dans une session très proche? Oui, tout à fait. Elle choisit la session de son choix. Donc pendant une période de 6 mois, on peut s'inscrire à la session que l'on veut, que l'on souhaite, et une absence à une session du Taj-Maj n'est absolument pas pénalisant. Une absence n'est qu'une absence, rien du tout. Une absence n'est qu'une absence. Vous pouvez vous inscrire à une autre date. Ok, très bien. Une absence n'est pas une passation. D'accord. J'ai une ancienne version du livre Taj-Maj avec les annales. Est-ce que je peux me préparer avec ou faut-il la dernière version? Le Taj-Maj, comme je le dis depuis le début, c'est un test d'aptitude qui se base sur les fondamentaux. Donc les fondamentaux, tout ce qui est calcul de pourcentage, proportion, probabilité, calcul de vitesse, c'est toujours plus ou moins la même chose. Ce sont les mêmes types de notions. Donc que vous entraîniez sur des annales anciennes ou nouvelles, non, ça n'a pas vraiment d'incidence. Vaut mieux avoir les dernières annales, à moins que vous ayez vraiment une très très ancienne version qui date d'il y a X années où la structure n'était pas la même. Là, ce que je déconseille, mais si vous avez des annales de 2 ou 3 ans, c'est amplement suffisant pour pouvoir s'entraîner. On parlera peut-être de voitures autonomes dans les toutes récentes et de machines à vapeur. C'est ça. Mais voilà. Le problème reste le même. Le même, toujours calcul de vitesse, de distance. Ok, donc on lui conseille de garder cette annale, voilà, éventuellement de s'entraîner en ligne. Oui, s'entraîner en ligne s'il veut avoir des tests plus récents. Oui. Ok. Pour la préparation, vous conseillez de nous concentrer sur nos points forts pour récolter un maximum de points dans ces parties, ou plutôt passer plus de temps sur nos points faibles, quitte à moins maîtriser les parties dans lesquelles on se sent déjà à l'aise. Ce que je conseille aux candidats, c'est d'être le plus performant partout, de s'entraîner sur toutes ces parties, sur toutes les dimensions. Ne pas baisser la garde sur ses points forts, entre guillemets, et de remonter son niveau au point faible. Il ne faut pas oublier que le Taj-Maj est un sprint, et le jour du test, il ne faudra pas vous dire « oui, c'était un point fort, mais je l'ai oublié, je l'ai mis de côté. J'aurais pas dû ». Inès, tu as une idée par rapport à cette question? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est s'y prendre en avance. Enfin, moi, ce que je conseillerais de faire, c'est d'en faire un premier test, de voir ce que ça donne. Puis ensuite, peut-être de se préparer sur ce qui fâche, et puis, mais sans oublier la partie où on peut être meilleur, parce que le jour J, on peut très bien rater en fait, celle qui aurait pu nous rapporter plus de points. Ce serait dommage. Je pense qu'il faut tout travailler, atteindre un certain niveau dans tout, en fait, mais s'organiser de sorte à avoir le temps de tout faire, quoi. Ok, très bien. Eh bien, écoutez, ça fait presque déjà 1 heure qu'on est ensemble. Ça passe relativement vite. Je vais vous laisser tout de même un petit plaisir avant la fin. C'est la chouchoute. Alors, vous avez eu droit à pas mal de questions pendant cette heure passée ensemble. Est-ce que vous avez une question préférée? Et si oui, pourquoi? Alors, préférée, je sais pas, mais celle qui me marque le plus, c'est les littéraires qui demandent, qui sont un peu effrayés par le test, surtout sur le calcul. Et moi, j'aurais envie de leur dire qu'on en a parlé, c'est des fondamentaux, etc. Mais surtout, d'avoir confiance en eux, parce que n'importe qui peut réussir. C'est un concours, c'est un test. Celui qui est super bon en maths, le jour J peut être malade. On ne sait jamais. Et puis eux-mêmes, après quelques entraînements, ont en fait compris qu'ils avaient le niveau depuis le départ. Donc, vive les littéraires. Voilà. Et pour vous, Emmanuel? C'est la même question. On a toujours des littéraires ou d'autres formations qui se dévalorisent et qui hésitent à passer le test Taj-Maj, alors que c'est vraiment un test sur les fondamentaux. Ils sont sur le même pied d'égalité que les scientifiques, les ingénieurs, les économiques ou autres. D'accord. Donc le meilleur conseil qu'on puisse leur donner, c'est de s'entraîner pour avoir confiance en eux. S'entraîner, se faire confiance. C'est un test sur les fondamentaux, et à eux de performer au maximum, de faire ce sprint afin d'être le plus haut possible dans son classement lorsqu'il présentera l'école de commerce de son choix.
Très bien, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous, merci d'avoir répondu à toutes ces questions d'internautes peut-être inquiets, qui peut-être seront très performants tout de même le jour J. Et merci à vous derrière l'écran d'avoir posé toutes ces questions. Je vous dis à très vite sur Campus Chanel.